L'objectif de notre livre Inévitable protectionnisme est d'apporter des réponses concrètes, sans tabou, aux problèmes posés par la crise extraordinairement violente dans laquelle on se trouve plongé, qui est la plus violente, comme chacun sait, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que nous pensons que le protectionnisme est la solution aux problèmes dans lesquels on se trouve plongé? Pour une raison simple, qui est que la crise a révélé la nécessité de revenir à la production. Ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce que la crise démontre la nécessité de revenir à la production? C'est qu'on est dans une crise qui, au départ, est une crise financière, mais qui est en réalité une crise qui révèle un certain nombre de dysfonctionnements et une crise en réalité qui est une crise de la demande et de la production. Qu'est-ce qui s'est produit dans le cadre de la crise? Si on prend l'exemple des subprimes, les autorités politiques américaines se sont mises d'accord avec la sphère financière pour resolvabiliser un certain nombre de classes sociales qui étaient des classes sociales inférieures, des classes moyennes, qui étaient en voie d'appauvrissement. Et donc, on leur a proposé d'obtenir un logement, de pouvoir acheter un appartement, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Et ça a permis de gonfler une bulle immobilière, de solvabiliser une partie de la population qui était hors système aux États-Unis. Et ça a permis aussi de donner l'impression que les États-Unis étaient dans une situation économique meilleure que celle qu'elle était. Donc, si on prend cet exemple, on voit bien que derrière la crise financière qui s'est développée à partir de 2007, on a en réalité une crise qui est de deux natures. On a une crise de croissance, on a une insuffisance de la croissance aux États-Unis qu'il a fallu compenser par de la dette, et on a une crise qui est liée au développement des inégalités aux États-Unis. Pour compenser ces inégalités et la paupérisation de toute une partie de la population américaine, on les a solvabilisés artificiellement en leur donnant des appartements, des logements qu'ils n'étaient pas en mesure de payer. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que derrière ça, les États-Unis, mais on pourrait dire la même chose de l'Europe, sont en réalité dans une crise qui est liée à l'insuffisance de la croissance. Et cette insuffisance de la croissance et au développement des inégalités, cette insuffisance de la croissance est liée, on le comprend aujourd'hui, à l'insuffisance de la production aux États-Unis. Mais on pourrait dire la même chose en Europe. Donc voilà, aux États-Unis, on a masqué cette insuffisance de la production et le déclassement de toute une partie de la population par de la dette privée. Donc on a une crise financière. En Europe du Sud, en Europe et en particulier en Europe du Sud, on a une crise de la dette publique. On a compensé par de la dette publique la diminution de la croissance et de la même manière le déclassement de toute une partie de la population. Donc pourquoi est-ce qu'on a été obligé, pourquoi est-ce qu'on a été contraint de faire cela? Parce que, tout simplement, dans les pays occidentaux, on ne produit plus suffisamment. Et donc, on n'a plus de croissance. Et ça, c'est la conséquence de la désindustrialisation, des délocalisations, du fait qu'il y a toute une série d'industries, toute une série d'emplois qui ont, depuis 30 ans, du fait de l'organisation de la mondialisation, en particulier l'entrée de la Chine dans l'OMC, il y a eu un développement des délocalisations, de la désindustrialisation, parce qu'on ne pouvait pas lutter tout simplement avec les coûts du travail chinois qui étaient largement inférieurs. Et donc il y a toute une série d'industries, ça s'est fait petit à petit, d'abord des industries très bas de gamme, le jouet, la chaussure, et ensuite toute une série d'industries plus haut de gamme qui sont parties, qui ont quitté les pays européens, qui ont quitté les États-Unis. Et donc il a fallu compenser cette perte d'emploi, cette perte de croissance. Et donc ça, on l'a fait de deux manières. D'une part, donc, on a fait de la dette parce que tous les gens qui avaient perdu leurs emplois, les ouvriers, ouvriers qualifiés, classe moyenne, il a fallu compenser leur perte d'emploi en leur donnant des subsides au chômage, des aides pour qu'ils ne perdent pas complètement leur emploi. Il a fallu aussi aider les entreprises qui n'étaient plus compétitives parce qu'elles étaient en compétition avec des entreprises dont le coût du travail était infiniment plus faible, qui était 10 fois, 100 fois plus faible, comme par exemple en Chine. Et donc on a compensé ça par de la dette publique et par de la dette privée, d'où la crise. La deuxième moyen qu'on a trouvé pour essayer de s'en sortir dans le cadre de cette mondialisation qu'on a de cette mondialisation sans règles qui s'est développée à partir du début des années 80, on s'est dit on va se spécialiser dans le haut de gamme, donc on va laisser aux esclaves chinois
de produire des jouets, de produire des choses pas chères. Et puis nous, on va récupérer la valeur ajoutée, on va récupérer le haut de gamme, et on va capter la valeur ajoutée. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cette stratégie-là ne fonctionne plus non plus parce que dans un certain nombre de pays émergents, dans les BRIC, au Brésil, en Russie, en Inde, en Chine, et ben il y a une montée en valeur ajoutée. Donc les Chinois, par exemple, ne produisent pas uniquement des produits à faible valeur ajoutée, ils produisent aussi des produits électroniques, ils produisent des produits à haute valeur ajoutée, ils se développent dans un certain nombre de secteurs, comme par exemple l'aéronautique. Et donc on se trouve dans une situation aujourd'hui extrêmement complexe, dans la mesure où on a abandonné toute une série de pans de l'industrie qui étaient pourvoyeurs d'emplois dans le textile, dans l'industrie lourde, dans un certain nombre de secteurs. Et par ailleurs, on se trouve aujourd'hui concurrencé sur les segments dans lesquels on souhaitait se spécialiser, qui étaient les segments à haute valeur ajoutée. Pour donner un exemple, en Chine, il y a des centaines, même des milliers d'ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs chinoises chaque année. Il y a un certain nombre de transferts de technologies qui ont été faits aussi par les grandes entreprises françaises pour avoir accès au marché chinois sans contrepartie, qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une compétition sur quasiment tous les segments industriels. Et en revanche, on se trouve toujours face à des gens qui ont des salaires de 10 fois, 50 fois, 100 fois moindres que les nôtres. Donc quel que soit le niveau de compétitivité, quelle que soit la qualité de nos ingénieurs, de nos cadres, on est dans l'incapacité de lutter à armes égales. Donc partant de ce constat, et partant du constat également qu'on ne peut pas aller plus loin dans les rustines qu'ont constitué la dette privée dans les pays anglo-saxons ou en Espagne, ou la dette publique dans les pays d'Europe latine, on va dire, on dit, eh bien, on est contraint de changer de paradigme. Donc le monde dans lequel on est entré à la fin des années 70, début des années 80, qui était un monde fondé sur le libre-échange absolu, et avec l'entrée aussi de la Chine dans l'OMC, et bien ce monde-là, il est derrière nous, il faut qu'on en sorte le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard, avant que les tensions sociales, les tensions politiques. On voit la situation de l'Europe, on voit la situation de la Grèce, on voit la situation de l'Italie, de l'Espagne, mais aussi de la France. Donc il faut changer tant qu'il en est encore temps. Et c'est pour ça que dans le cadre de notre livre, on propose un certain nombre de propositions extrêmement concrètes pour véritablement réindustrialiser l'Occident, réindustrialiser les pays européens, construire des blocs régionaux où on a un certain nombre d'homogénéité salariale, sociale, fiscale, environnementale, juridique, politique, et qui permettent justement d'avoir une harmonisation qui se fasse dans le cadre du libre-échange, sachant que cette harmonisation est impossible avec des pays comme la Chine, qui ont des systèmes sociaux, fiscaux, environnementaux, encore une fois, qui sont totalement différents. On a fait un calcul avec les économistes de Natixis qui montre qu'entre le niveau social et salarial européen et le niveau social et salarial chinois, par exemple, dans le cadre du libre-échange absolu, il faudrait 40 ans pour que les salaires s'harmonisent. On voit bien que si on attend 40 ans, l'industrie, on n'en aura plus, des salariés qui auront perdu leur emploi, on en aura au contraire énormément, et donc les crispations sociales et politiques qu'on est en train de vivre actuellement vont attendre à un moment donné un point de non-retour. Donc c'est pour ça qu'on veut mettre en place un certain nombre de barrières douanières, d'écluses douanières. C'est pour ça qu'on assume absolument le protectionnisme, qui sera un protectionnisme environnemental, un protectionnisme fiscal d'une certaine manière, et aussi un protectionnisme social, c'est-à-dire se fonder sur un certain nombre de normes, de critères, de la manière dont les salariés sont traités, de la manière, est-ce qu'il y a un certain nombre de possibilités pour les syndicats de s'exprimer, est-ce que les gens sont salariés dans des conditions décentes, est-ce que les conditions de travail sont respectées. Par exemple, il y a des normes qui sont très, très précises de l'OIT. Et donc à partir de ce panier de critères, on pourrait imposer des droits de douane sur un certain nombre de produits, on dit chinois, mais ça peut être aussi de tous les pays, disons à bas coût, qui ne respectent pas un certain nombre de normes. Donc dans notre livre, on propose des solutions extrêmement concrètes, extrêmement pratiques, dans le domaine environnemental, dans le domaine fiscal et dans le domaine social, dont le but évidemment n'est pas d'exclure
des échanges, un certain nombre de pays émergents qui ont tout à fait le droit, évidemment, de participer au commerce et aux échanges mondiaux, mais dont le but est d'une part de protéger les emplois et les industries européens et d'accélérer la convergence salariale entre les blocs régionaux que sont l'Europe, les États-Unis et les pays émergents.